Pour cela, le premier panel, j'aurai le plaisir de recevoir les intervenants suivants. Alors je vais les appeler, vous allez les applaudir et on va les challenger avec 2 ou 3 questions, les uns comme les autres. Je commencerai par Si Hamid Ben Brahim Endeloussi, en sa qualité de président d'honneur du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Alors je rappelle également que Si Hamid Ben Brahim, connu de tous, il est aussi président de la zone franche Mid-Parc et président de l'Institut de formation aéronautique IMA. Beaucoup de plaisir aussi à recevoir Abdelatif Bardache, président de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. Je ne sais pas s'il est là. Ok, donc ça va être Sibr Nano qui le représente. Voilà. Et donc, sous vos applaudissements, encore une fois, Sibr Nano. Bien entendu, beaucoup de plaisir à recevoir le président de l'Association des sidérurgistes du Maroc, Ismaël Akalaï, sous vos applaudissements, qui est aussi directeur général de la SONACID. Et bien entendu, M. Mohamed Ghazali, en sa qualité de secrétaire général du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Installez-vous où vous voulez. Je ne sais pas s'il est là. Alors, on aura également avec nous, mais en distanciel, Tariq Hamman, qui est executive director Head of Development de Mazen. Et on aura également tout à l'heure une vidéo du président de la Fédération d'énergie, Rachid Idrissi Qaitoni, qui vont nous permettre d'avoir un éclairage. Et bien entendu, c'est Saïd Mouni qui va qu'on va recevoir à chaque fois, avec beaucoup de plaisir, qui va compléter ce beau puzzle d'intervenants. Alors, je ne sais pas si vous avez les micros, vous avez tous les micros à côté, vous avez le gel à côté, et vous avez de l'eau, et donc on pourra démarrer. Bien, donc bienvenue dans le monde merveilleux de ce panel. Alors ce panel a été intitulé « Une industrie décarbonée entre potentialités locales et opportunités internationales ». Je commencerai peut-être par Si Hamid Ben Brahim Endeloussi, en sa qualité de président d'honneur du GIMAS, au travers de ce que vous avez entendu, au travers du discours de Monsieur le ministre sur l'importance, sur la pertinence, sur la crise et ce qu'elle a engendré. Le sujet de la décarbonation, comment vous le vivez déjà en tant qu'acteur au niveau du GIMAS et quels sont les éclairages que vous pouvez nous apporter par rapport à cela? Bien, merci. Je voudrais remercier l'équipe de Maroc Industrie avec Sat et Hicham pour l'organisation de cette rencontre qui met au cœur de nos préoccupations cette problématique de décarbonation. Et en tant que Marocain, en tant que quelqu'un inquiet de l'avenir de ses enfants et de son pays, au-delà de notre préoccupation de compétitivité, nous devons avoir une préoccupation de pérennité du pays, de notre espèce. Et nous devons avoir un souci de protéger notre pays, de protéger l'environnement, de protéger la planète. Et ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et de nos jours, il n'y a pas de projet de développement viable sans les 2 dimensions, la finalité humaine et la transition écologique. Alors moi, je parlerai je suis un agriculteur, j'ai un sillon, je le creuse. C'est celui de l'aéronautique. Un élément de contexte, c'est que dans le monde, aujourd'hui, le transport aérien représente à peine 2,5%, j'espère que mon ami Saïd Moline ne me contredira pas, des émissions CO2 dans le monde. Les objectifs qui sont fixés à ce secteur par la communauté internationale, à l'horizon 2050, 1%. Pour un trafic qui connaît 4 à 5% de croissance chaque année. Si ce n'est pas de l'impossible, ça lui ressemble. Donc voilà à peu près le contexte général. Comme implication, une exigence de développement et d'innovation continue de moins 2% chaque année dans le domaine de tout ce qui est consommation énergétique. Comme conséquence, nous rentrons dans une véritable révolution dans le domaine du secteur
de la construction aéronautique. Alors, cette baisse de 2% de la consommation veut dire qu'il faudra agir sur réduire le poids des avions, il faut agir sur les matériaux composites, il faut transformer ce qui est hydraulique en électrique. Donc c'est toute une transformation aujourd'hui industrielle. Et le deuxième élément que j'ai évoqué, celui de la révolution, c'est la révolution dans le domaine de la propulsion. Révolution dans le domaine de la propulsion pour passer à des énergies alternatives, des énergies moins polluantes, des carburants bio, un peu d'électricité, du carburant bio, et puis surtout un passage, on dit en 2035, à la propulsion par l'hydrogène. Ceci pour montrer que nous sommes dans un secteur qui, incontestablement aujourd'hui, c'est le premier de la classe en termes d'ijtihad, en termes d'improvement, d'amélioration continue, permanente, et même au niveau révolution pour atteindre ces objectifs. Alors, le Maroc aujourd'hui a une base aéronautique. Il a développé en une vingtaine d'années une base qui compte, qui est aujourd'hui incontournable dans cette région du monde. Il est reconnu comme acteur incontournable, le plus compétitif dans la région. S'il veut, il engage maintenant une phase 2 de son développement. S'il veut, protéger ses acquis et protéger et assurer son développement et tirer opportunité de certains atouts, il n'a pas d'autre choix que d'être intégré, que d'être immergé dans cette transformation de notre secteur. Il se trouve que, je partage l'optimisme de loin du ministre, yes we can. Nous avons aujourd'hui des atouts pour être partie prenante de cette transformation. Par la qualité de notre base, on n'est pas dans le low cost, on n'est pas dans la force du travail, on est de plus en plus dans l'intelligence, dans la valeur ajoutée, dans la montée en compétences. On est aujourd'hui partie prenante dans le moteur d'avion. On fabrique des composants de moteur d'avion. Aujourd'hui, il n'y a pas un avion qui vole ou il n'y a pas des pièces qui ont été faites au Maroc. Nous sommes dans des taux d'intégration de l'ordre de 40%, 38-40%, ce qui est énorme pour l'aéronautique, sachant qu'un constructeur d'avion, Boeing ou Airbus, on dit constructeur, en fait c'est un assemblier, ne fait pas plus de 30-35% parce que tout le reste, les trains d'atterrissage, les moteurs, l'électronique embarquée, tout ça, ça vient de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans ce monde qui se transforme, nous avons incontestablement notre situation initiale, notre base initiale est un atout fabuleux pour aller plus loin, pour monter en compétences, pour tirer davantage d'écosystèmes, pour aller au-delà de l'aéronautique. Et nous sommes en train de le faire en préparant les ressources, en préparant les talents. Hier encore, il a été signé un accord au niveau du ministère de l'Industrie et du ministère de l'Éducation nationale pour que le GIMAS, le groupement des industriels aéronautiques, prenne le pilotage de l'ISMALA, le deuxième centre de formation et on aura aéronautique, et on aura la main sur l'intégralité de la cartographie des métiers de l'aéronautique. Nous sommes en train de monter des partenariats avec des universités, donc on a la capacité d'être partie prenante de cette transformation de l'aéronautique. Mais il y a, j'en ai pour encore 2 minutes et j'ai terminé, mais il y a 2 préalables et qui ne sont pas négociables. Le premier, c'est préalable, c'est décarboner notre industrie. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas de 2022 ou 2023. Ce n'est pas un problème de taxer ou de ne pas taxer. C'est qu'aujourd'hui déjà, je vous donne un exemple, le premier groupe impliqué au Maroc qui fait 35%
ou 40% de l'activité aéronautique avec 8 sociétés qui s'appellent Safran. L'un des patrons de cette société était là il y a moins d'1 mois et il nous a dit clairement, désormais, le choix de destination, de relocalisation ou de localisation d'une partie des activités se fera en fonction de la capacité de fournir de l'énergie renouvelable ou pas. Ça veut dire que Safran dira, vous allez au Maroc à condition que vous ayez de l'énergie renouvelable, sinon vous n'y allez pas. Et le même nous dit, sans traduire de secret, aujourd'hui, nous sommes en train de nous désinvestir dans un certain nombre de régions, parmi lesquelles la Chine, pour des considérations évidemment géostratégiques, dans certains cas, mais aussi pour des considérations de décarbonation. Donc pour nous, ce n'est pas un problème de compétitivité ou autre, c'est un problème, c'est un problème de vie ou de mort, et c'est une nécessité. Bon, je sais que beaucoup de ijtihad, beaucoup de travail a été fait par nos amis du ministère, avec Saïd, avec le ministre, pour nous permettre l'accès, et notamment au niveau des bases industrielles, vous avez dit, cité Midpark. Nous n'avons pas d'autre choix que dans les toutes prochaines semaines, prochains mois, prochaines semaines, un parc comme Midpark, spécialisé dans l'aéronautique, soit branché en moyenne tension au niveau énergie renouvelable. Et je sais qu'il y a des arbitrages à faire au niveau de l'État entre des problématiques budgétaires liées à l'ONE, à l'énergie et l'industrie, mais nous avons besoin que les mesures indispensables soient prises très rapidement et d'urgence. Le temps joue contre nous. Nous sommes dans une industrie qui va à 800 km à l'heure. Moi, je veux bien qu'on dise que le Maroc a amélioré ses positions au niveau du classement Doing Business ou autre, mais il y a encore des lenteurs, et dans ce domaine-là, le temps joue contre nous. Merci. Merci beaucoup, Sir Ibrahim. Alors, il y a certainement beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de choses qui restent à faire. Je souligne votre souci du développement à la fois humain et écologique, et justement ce Maroc qui investit beaucoup plus dans l'intelligence. Je souligne également les 3 P, le People, Profit et le souci de la planète pour les générations futures. Alors, puisqu'on est dans les fédérations et puisque vous avez bien parlé de la vôtre, celle de la fédération JIMAS, je voudrais m'adresser à Smaïl Akelay en tant que président de l'association des sidérurgies juifs. Alors, quand on rentre sur votre site, alors, premier message qu'on trouve, c'est partenaires engagés. Et le deuxième, c'est une économie, enfin une industrie au service du développement du pays. Alors, quand vous entendez tout cela, la décarbonation, exigence, nécessité, exigence de compétitivité, c'est aussi des sujets de vie ou de mort. Comment vous le vivez au niveau de la fédération et pour tous les acteurs de votre secteur? Voilà, finalement, la Covid nous fait apprendre des choses, même d'utiliser les micros. Je voudrais d'abord remercier Magazine Industrie de cette invitation. Je pense que c'est une très bonne occasion pour pouvoir parler d'un sujet qui nous intéresse. L'acier est un axe stratégique du pays. Nous devons lui donner toute son importance. Et l'Association des sidérurgistes du Maroc a un certain nombre de challenges. Le premier challenge, c'est d'abord l'éthique. Nous voulons avoir des entreprises citoyennes, c'est-à-dire que nous combattons la fraude, le noir, et ce sont des problèmes que nous vivons dans notre secteur, et nous attendons de nos autorités à ce qu'ils interviennent pour régler ce problème. C'est un problème extrêmement sérieux qui peut freiner
le développement de ce secteur. Le deuxième challenge, c'est la sauvegarde. Il faut que nous protégions nos produits nationaux. Et notre ministère, et je tiens à remercier toute l'équipe du ministère de l'Industrie et le ministre à sa tête qui nous appuie pour pouvoir prolonger la sauvegarde dont nous bénéficions depuis un certain nombre d'années. Le troisième challenge, c'est celui de l'exportation. Vous savez, nos industries aujourd'hui sont surcapacitaires. Nous avons des capacités de production qui sont au-delà de nos consommations nationales. Par conséquent, nous devons absolument être en mesure d'exporter nos produits et donc il faut que nous soyons plus compétitifs et nous devons profiter de la zone franche africaine, la ZECLAF, pour pouvoir introduire notre produit sur un certain nombre de pays amis africains parce que le rang en béton marocain est taxé à 20-22% dans les pays africains. Et je tiens aussi à remercier le ministère qui nous a aidés à avoir le fameux drawback, la récupération de la TIC que nous payons sur les ressources fossiles pour pouvoir la récupérer à chaque tonne exportée. Et puis finalement, la carbonation qui nous interpelle, qui est importante pour notre métier. Nous avons aujourd'hui deux entreprises qui bénéficient de l'énergie renouvelable. Nous en avons d'autres qui ont besoin d'être aidées pour pouvoir intégrer aussi l'énergie renouvelable. Alors les deux entreprises qui bénéficient de l'énergie renouvelable, vous avez Maghreb Steel, qui a à peu près 30 à 35% de sa consommation d'énergie en énergie renouvelable, et Sonacid qui est à plus de 85% en énergie renouvelable. Voilà en ce qui concerne l'association. Maintenant, je peux vous parler de la Sonacid si vous voulez. Alors, concernant la Sonacid, comme je viens de le dire, utilise plus de 85% d'énergie éolienne en collaboration avec Nareva. Nous avons un projet photovoltaïque qui va nous permettre de dépasser les 90%. Nous sommes prêts à utiliser l'énergie, le gaz naturel. Nous sommes tout à fait prêts à l'utiliser dès qu'il sera disponible. Et nous lançons un pilote à Nador pour produire du gaz, du biogaz à partir des déchets ménagers et qui va nous permettre de remplacer une grande partie du fuel que nous utilisons dans les laminoirs. En ce qui concerne nos produits, au sein de notre groupe ArcelorMittal, nous sommes benchmark en termes de green steel. Nous sommes les premiers à produire de l'acier avec plus de 85% d'énergie renouvelable. Et par conséquent, nous venons, à partir de ce mois de juin, de commencer à produire de l'acier pour des entreprises allemandes, puisque nous avons cette possibilité de produire de l'acier vert. Nous sommes aussi sur des projets de développement d'acier de très haute valeur ajoutée. Nous lançons un projet cette année de la fibre d'acier totalement destinée à l'exportation en Amérique du Nord et qui sera de green steel à presque 100% une fois qu'on aura le photovoltaïque installé à Nador. Et nous avons un certain nombre d'autres produits sur lesquels nous travaillons. Bien sûr, nous regardons avec beaucoup d'intérêt l'industrie automobile où nous sommes tout à fait capables de produire l'acier pour l'industrie automobile, sachant que ArcelorMittal a déjà une très grande expérience dans ce domaine. Si Ismaël, peut-être dans le même ordre d'idée que ce que je posais comme question à Simraïm sur ce volet technologique, puisque je pense que les deux secteurs sont aussi hautement technologiques, avec une exigence en matière d'innovation. Est-ce que cela aussi va contribuer à décarboner plus vite dans le cas de l'industrie, de la sidérurgie en général? Oui, alors la chance que nous avons, nous autres à Sonacid, c'est que nous bénéficions des projets de la R&D d'ArcelorMittal. Okay. Comme vous devez le savoir, ArcelorMittal a pris la décision de transformer ses hauts fourneaux en aciéries, parce que le haut fourneau, qui consomme du minerai de fer, dégage 4 fois plus de CO2 que les aciéries qui utilisent la ferraille. Il y a aussi aujourd'hui un pilote en Allemagne qui utilise l'hydrogène pour les hauts fourneaux. Donc ArcelorMittal va bientôt
être utilisatrice d'hydrogène dans les hauts fourneaux et nous regardons ça de très près parce que c'est quelque chose qui peut nous intéresser au Maroc avec l'idée de faire de l'électrolyse de l'eau au moyen du photovoltaïque, produire de l'hydrogène et de l'oxygène, deux gaz que nous utilisons. Et l'oxygène est intéressant parce que, je ne sais pas si vous le savez ou pas, l'oxygène permet aussi d'avoir une énergie chimique. Donc en utilisant l'oxygène, on diminue la consommation d'électricité dans la production de l'acier. Et enfin, ArcelorMittal a mis en place un fonds qui s'appelle XCarb de 100 millions de dollars par an pour encourager tous les startups qui travaillent sur les problématiques énergétiques et de carbonation. Sur un de vos slides, que les émissions ont été réduites de 43% entre 2010. Et exactement, nous économisons aujourd'hui 250 000 tonnes de CO2 par an. Malheureusement, nous ne pouvons pas la compenser avec ArcelorMittal qui achète les droits de carbone parce que nous ne sommes pas encore reconnus, nous autres Marocains, sur nos bilans en Europe. Et j'espère que ça va se faire. J'ai entendu M. Mouline en parler. 250 000 tonnes. Aujourd'hui, la tonne de carbone est à plus de 50 € la tonne. Vous voyez, c'est considérable pour notre entreprise. Et c'est un sujet qui est important. J'espère qu'on arrivera à avoir cette reconnaissance. Alors, moi, ça me permet une belle transition. Merci beaucoup, Ismaël. Justement, à l'adresse de notre ami Saïd Mouline. Je pense qu'il y a un petit problème de son et d'écho. Mais en tous les cas, pour Saïd Mouline, cette question vient à point nommé puisque le fait de faire une certification marocaine qui doit être reconnue, en tous les cas, à l'international, mais particulièrement en Europe, c'est quelque chose sur lequel vous avez parlé tout à l'heure. Et si vous avez un complément, ça serait aussi intéressant. Alors, on va peut-être demander à la régie de s'occuper de ce problème de... Oui, voilà. Vous m'entendez? En plus, c'est qu'il est vert. Moi, je pensais que... Le premier, il ne voulait pas travailler parce qu'il a été décarboné. Peut-être, hein? Ouais. Merci. Je crois que... Ça marche? Oui, oui. Je crois que ce volet-là est tellement important. Est tellement important parce que dans des secteurs aussi énergivores, hein, on a les industries liées à... Merci. Je crois qu'on a vu les industries, M. le ministre en a parlé tout à l'heure, des industries énergivores. Aujourd'hui, c'est énorme ce qui peut se passer parce que notre pays a toujours été grévé et a été, par rapport aux autres pays, dans les domaines dans les secteurs où l'énergie était très importante. Je pense à l'acier, je pense au ciment, je pense à la mine. Tous ces secteurs étaient très énergivores. Et on s'est interdit d'investir dans certains secteurs à cause du prix de l'énergie. Nous avons un nouveau modèle. Et quand on a ouvert à la très haute tension, et je crois que les grands acteurs en ont profité, on a vu les résultats. Et très vite, pour atteindre des chiffres, et bravo à la Sonacid, 80%, l'OCP, je le disais tout à l'heure, on est dans un modèle où non seulement on voit l'impact, et on voit, pour celles qui vont exporter demain, ce volet produit le plus décarboné possible. Je ne dis pas carbone neutre, parce que c'est une étape qu'on pourra arriver, mais attention. Mais déjà, un atout compétitif énorme pour l'exportation. Et ça va être de plus en plus demandé. Donc, voilà des cas concrets. Je suis heureux d'entendre la Sonacid, parce que j'ai une histoire moi-même avec la Sonacid, familiale. Mais pour vous dire que voir un Ador aujourd'hui et les possibilités pour avoir un laminoir qui fonctionne aux énergies renouvelables, en partie, eh ben, ça montre que nous avons fait cette transition. Et les atouts ne sont pas seulement économiques et environnementaux, il faut ouvrir beaucoup plus de marchés, parce que c'est quelque chose, et surtout dans ces filières. Et d'ailleurs, la taxe carbone qui démarre, si vous avez vu la liste qui démarre pour 2023, c'est l'acier, c'est le ciment,
donc prioritairement, et le fertilisant. Donc les secteurs très énergivores, donc ils ont choisi les secteurs énergivores, mais attention, il ne faut pas se leurrer, tous les secteurs vont être concernés à terme. Donc attention, M. le ministre l'a bien dit tout à l'heure, dans toutes les filières, et aussi bien l'automobile que l'aéronautique, vous aurez des produits de plus en plus énergivores. Donc quand vous voulez plus vous voulez d'intégration, donc il faut tenir compte de cela dès maintenant. Donc c'est ce que je voulais réitérer et dire que oui, il faut s'y préparer. Oui, on a une carte à jouer. Et n'oublions pas, on parle de produit national, mais les renouvelables, c'est une énergie nationale. C'est aussi un volet qui intègre encore plus au niveau, lorsqu'on utilise du soleil, du vent ou de la biomasse qui est issue de notre biomasse, eh ben, c'est de la ressource nationale, c'est de l'indépendance énergétique et en plus avec le bilan carbone. Voilà. Merci beaucoup, Si Saïd. Alors, dans ce spectre à la fois large relatif à l'industrie, il y a cet acteur qui est l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. On a beaucoup plus de plaisir à recevoir notre ami Si Mohamed Benenno. Alors, au travers de la mission qui est la vôtre, celle d'assurer une concurrence loyale, une meilleure transparence entre les acteurs, à la fois, je vais paraphraser ce que disait Akhlai, par rapport à la partie éthique, vous êtes aussi dans l'impartialité et l'ouverture de nouveaux marchés. Comment vous gérer, comment vous accompagnez, fédérer justement toutes ces plateformes qui existent pour qu'elles puissent être à la fois compétitives, investir dans la décarbonation et continuer à ne pas être dans la survie, mais avec un avantage comparatif et compétitif pour avoir encore plus de marchés. Merci Si Saraf, merci Si Hassan, merci Si Hicham pour l'invitation. Merci beaucoup en fait pour cette invitation qui est importante pour nous à plusieurs titres. Parce que je pense en fait depuis l'événement de l'année dernière, ça a beaucoup évolué. Et vraiment, je me réjouis à titre personnel parce qu'on est en train de mettre sous la lumière, et à juste titre, une problématique en fait qu'on abordait sous un autre angle, qui était l'angle de l'offre. C'est-à-dire en fait développer un secteur des énergies renouvelables du côté de l'offre, c'est-à-dire un écosystème de développeurs. Mais là, on est en train d'équilibrer un peu le problème en mettant l'accent sur la demande, sur les industries qui vont consommer cette énergie, et à juste titre. Et en fait, le terme que vous avez utilisé, en fait, moi, je ne pense pas qu'il était exagéré, en fait, la survie. Parce que lorsque j'avais commencé avec une autre casquette au sein du cabinet du ministre de l'Énergie, j'avais eu l'occasion, l'opportunité et même l'honneur de discuter avec des industriels. Et c'était le terme qui était choisi, c'est la survie. En fait, c'était des secteurs qui étaient un peu plus en situation de difficulté, c'est la céramique principalement. Et donc, je pense en fait que c'est un sujet important auquel il faut vraiment qu'on s'attaque. Et c'est une grande opportunité en fait que de l'aborder. En fait, on a commencé déjà à l'aborder. En fait, le ministère de l'Énergie et des Mines, le ministère de l'Industrie, l'AMEI, à travers pas mal d'outils, l'ANPME, ou Maroc PME avec la nouvelle dénomination, l'ANRE. Donc c'est un sujet important. Maintenant, avant de parler un peu de la décarbonisation de l'industrie, je vais présenter très brièvement en fait ce que ça veut dire, ce que fait l'ANRE, ce que ça veut dire l'ANRE, et ce que ça fait, parce que je pense que c'est important. Parce qu'on est en train de parler d'un marché, en fait, on est en train de parler de conditions de marché ou de conditions de production et de consommation, mais il est toujours important d'avoir un régulateur. Parce qu'un régulateur, c'est lui qui va définir les règles qui sont équitables et qui permettent le développement du secteur. Il est très difficile de développer des secteurs sans régulateur. Donc, l'ANRE est un acteur indispensable au développement du secteur de l'énergie. Dans un premier temps, l'électricité, puisque je vais en toucher un mot tout à l'heure pour le gaz naturel et l'hydrogène. Donc, l'autorité nationale de régulation de l'énergie a été créée en 2016 et elle a été créée avec plusieurs missions. La première mission, en fait, c'est définir des règles d'accès au réseau. C'est une problématique majeure et je pense qu'il y a pas mal de développeurs dans la salle que je reconnais et pour lesquels, en fait, l'accès au réseau est quelque chose de fondamental pour produire. Parce que pour consommer, il faut produire d'abord. Donc, l'autorité est missionnée pour définir et approuver les règles d'accès équitables au réseau. Il est aussi missionné en fait, pour définir le tarif d'accès, qui est aussi fondamental pour la compétitivité, puisque le tarif il viendra s'ajouter au coût de production, il définira quelque part le prix de vente et conditionnera la compétitivité de l'énergie. Il est aussi missionné sur
en cas de conflit ou de litige entre, par exemple, un développeur et les gestionnaires de réseau, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'ONE, qui gère le réseau national de transport, mais il y a aussi les GRD, les gestionnaires de réseau de distribution. Et on a aussi d'autres missions qui sont complémentaires, qui sont extrêmement importantes. Je vais peut-être en fait l'occasion d'en parler. Pour revenir au sujet, je pense que l'essentiel a été dit par M. le ministre d'abord, aussi par Saïd Mouline et par mes collègues dans le panel. Peut-être quelques éléments que je vais rajouter et qui me semblent extrêmement importants, de par d'abord l'expérience, mais aussi de par notre mission en tant qu'ANRE. On a beaucoup parlé d'énergie renouvelable. Je pense que les énergies renouvelables vont jouer un rôle important dans la décarbonisation de notre industrie, mais il ne faut pas oublier les perspectives. Les énergies renouvelables, une décarbonisation totale, il se fera sur le long terme. Et d'ici là, il faut réfléchir comment on va évoluer en fait, d'ici là. Donc il faut réfléchir aussi à d'autres sources d'énergie renouvelable qui ne sont pas totalement décarbonées, je pense au gaz naturel, mais qui sont nécessaires et essentielles pour assurer cette transition. Il ne faut pas penser simplement que du jour au lendemain, on va tomber sur le 100% ou le 0% CO2. Ce n'est pas quelque chose en fait, qu'on peut faire très rapidement et c'est très coûteux. Donc il faut penser court terme, moyen terme et aussi long terme. Donc sur le long terme, il est clair que c'est les énergies renouvelables. Et j'intègre dans les énergies renouvelables, ce n'est pas simplement l'éolien et le solaire, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi le biogaz. C'est clair que c'est la solution ultime et c'est la solution systémique qui va nous permettre en fait, de décarboner notre industrie. Mais en attendant, il faut en fait, travailler sur les deux jambes, en attendant, il faut développer à moyen terme et à court terme d'autres sources d'énergie qui sont meilleures que le fuel qui est largement utilisé par les industriels et le charbon qui est utilisé pour la production d'électricité. Je pense au gaz naturel qui va jouer un rôle important, qui va nous permettre de survivre cette période en fait, de transition qui nous permettra d'arriver en 100% décarboné. Donc cette question du gaz naturel et de l'hydrogène et de perspective temporelle, elle est très importante, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas concentrer uniquement sur l'électricité, il faut penser à l'énergie de manière générale. Alors quel est le rôle en fait, de l'ANRE, de l'autorité en fait, dans ces nouveaux, pas ces nouveaux en fait, ils ne sont pas nouveaux puisqu'il y a déjà de la production du gaz naturel au Maroc, mais je veux dire en fait cette montée en charge de la production du gaz naturel et la préparation pour un marché d'hydrogène vert qui va émerger et qui sera la solution ultime. Alors, on n'est pas encore missionné sur le gaz naturel et sur l'hydrogène, mais il y a des textes qui sont en cours de validation auprès des autorités publiques. Et nous, on va jouer presque le même rôle qu'on est en train de jouer dans l'électricité, pour le gaz naturel et pour l'hydrogène. Je parle le gaz naturel et l'hydrogène, parce que ce sont deux perspectives de temps différentes. L'hydrogène, c'est entre 7 et 10 ans. Le gaz naturel, c'est demain, sinon aujourd'hui. Monsieur le ministre, je pense à parler de septembre. J'espère en fait que d'ici septembre, on commencera, parce que vraiment, il y a des industriels qui ont besoin du gaz naturel pour survivre et pour passer cette étape de court terme. Donc l'autorité va jouer un rôle extrêmement important dans le développement de ces deux marchés qui sont essentiels pour décarboner l'industrie, qui sont essentiels pour délivrer une énergie compétitive aux industriels et aux consommateurs de manière générale. C'est quelque part l'autorité, il est l'arbitre qui va arbitrer entre des intérêts différents, sinon divergents. Il y a les gestionnaires des réseaux, mais il y a les consommateurs, il y a les producteurs. Donc on va jouer quelque part le rôle d'arbitre et on va essayer d'optimiser pour tout le monde de telle manière à ce qu'on développe le marché de manière globale. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère en fait qu'on aura l'occasion et l'opportunité de discuter sur des questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui peuvent être soulevées. Donc s'il y a des questions, en fait, je suis prêt à... Merci beaucoup, Sébonano, pour ton éclairage. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a un fil conducteur, un déterminant qui est celui du temps, entre l'urgence du temps où il faut faire tout de suite, ici et maintenant, parce que c'est une question de survie, mais en même temps travailler sur la deuxième courbe de façon innovante
que ce soit le gaz naturel ou l'hydrogène ou d'autres sources, comme tu l'as bien cité. Idéalement, le Maroc devra, c'est inscrit dans cette stratégie qui est quand même non seulement long-termiste, mais aussi les court-termistes, parce que les industriels, ils ont besoin de ça maintenant pour être compétitifs demain et être sur les marchés européens, j'allais dire après-demain ou demain dans la soirée. Alors qu'on va essayer de faire, comme nous avons un public assez sympathique et qu'on avait prévu une vidéo de Rachid Idrissi Qitoni, la régie va contacter Tariq Hamman pour régler ce problème Et on va passer une vidéo de Rachid Idrissi Qitoni en sa qualité de président de la Fédération de l'énergie et directeur général du pôle gaz au sein d'Aqua Group, qui ne pouvait pas être avec nous. Donc il a préféré partager avec nous son témoignage et son retour par une vidéo. Alors je demande à la régie de projeter. Messieurs les ministres, chers confrères, chers industriels et chers participants, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier Maroc Industrie de m'avoir invité à participer à cette conférence sur la décarbonation. Dans un contexte post-Covid-19, les enjeux environnementaux, en particulier la réduction des gaz à effet de serre, sont plus que jamais mis en avant à l'échelle nationale, régionale et internationale. En effet, l'Union européenne, à l'instar d'autres ensembles économiques régionaux ou nationaux, ont entamé la mise en place à très court terme de nouvelles règles et contraintes en termes de réduction de l'empreinte carbone des produits importés vers ces économies. Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. La Fédération de l'énergie, à travers ses membres, est mobilisée à participer à la mise en place de ce processus auprès des industriels. Je remercie les organisateurs d'avoir donné l'opportunité à la Fédération de l'énergie de participer à cet événement et vous souhaite une bonne continuation pour cette conférence. Alors, on dira également merci à Rachid Qitoni, même s'il ne nous entend pas, mais je pense que c'est un ami et un partenaire fidèle de l'industrie du Maroc. J'espère qu'entre-temps, on a réglé le problème de régie pour qu'on puisse être en contact avec Tariq Hamman, Executive Director Head of Development de Mazen. Si c'est bon, la régie me dira que c'est OK. Sinon, on pourra enchaîner également avec un éclairage supplémentaire de la part de Sismaïl ou de Sibnanou, ou peut-être également Sim Brahim, si vous pouvez également continuer votre partage avec nous en attendant. Sur l'hydrogène ou sur le gaz naturel. Il y a peut-être un micro à côté. Oui, c'est bon. Sur la question du gaz naturel et de l'hydrogène, les deux, parce qu'en fait, il y a un débat aujourd'hui, et je pense en fait qu'il faut avoir les éléments qui nous permettent d'éclairer l'auditoire et d'éclairer en fait l'opinion publique, parce qu'il y a beaucoup qui se dit en fait, peut-être pas en fait au niveau marocain, mais au niveau international, sur le bilan CO2 des énergies renouvelables. Il y a un vrai débat aujourd'hui sur l'éolien, sur les émissions cachées quelque part en fait des énergies renouvelables. Je pense qu'il faut avoir des clés de lecture qui sont industrielles et qui ne sont pas forcément technologiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans certains pays, ces questions-là présentent des enjeux industriels. Je pense principalement à la France, parce que la France, en fait, il a une industrie nucléaire qui souhaite à juste titre en fait défendre. Et bien sûr, en fait, les pro-nucléaires, en fait, ils sont en train de se défendre. C'est tout à fait normal. Donc il y a des arguments qui circulent aujourd'hui. Il faut avoir les bonnes clés de lecture pour bien appréhender en fait cette question. Parce que c'est une question qui va se poser, et notamment, je pense, avec l'AME, pour l'élaboration des certificats, pour le calcul des CO2 épargnés. C'est une question fondamentale qui va se poser. D'ailleurs, Ismaël, tout à l'heure, il avait posé la question sur l'accompagnement qui pourrait être fait pour la certification, pour que les industriels marocains puissent à la fois être reconnus quand ils vont s'exporter, et éventuellement, ça permet non seulement à avoir une meilleure compétitivité maroco-marocaine, mais aussi maroco-internationale. Je ne sais pas si au niveau de la salle, vous avez des questions ou vous souhaitez interagir avec nos éminents panélistes. Je sais que la première question est toujours difficile. On a souvent tendance à passer à la deuxième question.
Je pense qu'il y a un micro de l'autre côté. Test. Oui, Voilà. ça marche. Je remercie d'abord nos chers panélistes, c'est Aqlei, c'est Ibn Brahim, c'est Oumenah, d'avoir fait le déplacement pour éclairer l'ensemble de la communauté des industriels sur les enjeux aujourd'hui de l'utilisation de l'énergie et cet enjeu aujourd'hui important de la décarbonation. Mais j'aimerais bien poser, c'est Aqlei, il a parlé de l'hydrogène, il y a des pilotes qui se font aujourd'hui en Europe. On aimerait bien avoir quelques éclaircissements parce qu'aujourd'hui dans le monde, surtout en Asie, on parle d'utilisation de l'hydrogène qui est une source importante d'énergie et efficace, presque la moitié en ce qui concerne sa consommation et son impact sur l'environnement. La question c'est pour Aql et au Ibn Brahim, sur la partie aéronautique et sur la partie sidérurgie. Aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a un avantage? Si oui, dans quelle perspective on peut utiliser aujourd'hui l'hydrogène dans le process industriel, soit pour la sidérurgie ou l'aéronautique? Merci. Il y a peut-être un micro. Oui. Je pense que cette exigence vous avez certainement remarqué que la pandémie nous apprend aussi à remanipuler les micros à chaque fois. Il faut les infecter. C'est par souci de sécurité et de maintien de santé pour chacun ici présent dans cette salle. Alors, concernant l'hydrogène, c'est l'occasion que vous me donnez de parler un peu de recherche-développement, parce que quand on parle des énergies renouvelables, la recherche et la R&D jouent un rôle extrêmement important. On n'est pas, en tant qu'industriel, prêt aujourd'hui à produire et à utiliser l'hydrogène à un coût compétitif. Au niveau de la recherche, il y a encore beaucoup de travail. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'électrolyse de l'eau avec de l'énergie photovoltaïque ou éolienne, mais nous avons des rendements qui sont assez faibles. Et par conséquent, il y a un travail important de recherche et développement qui se fait sur les matériaux. Le ministre parlait ce matin du cobalt. Le cobalt peut jouer un rôle important en tant que métaux de synthèse de l'hydrogène. Et nous avons la chance au Maroc d'être un producteur important de cobalt. Et je pense qu'un certain nombre de nos universitaires travaillent sur ces procédés-là. Maintenant, vous avez des gens qui produisent de l'hydrogène à partir du gaz naturel. Bon, là, le bilan carbone n'est pas terrible, hein, parce que transformer un gaz qui est censé être épuisé avec le temps en hydrogène, ce n'est pas une bonne solution. Par contre, l'électrolyse de l'eau de mer est intéressante parce que la production de deux gaz, à savoir l'hydrogène et l'oxygène, sont extrêmement importants pour des industries telles que les nôtres. Mais il faut améliorer le rendement parce que le rendement reste très faible par rapport à l'économie de la chose. Maintenant, vous avez... c'est intéressant de dire que les énergies renouvelables ont un bilan carbone qui n'est pas toujours intéressant. Parce que quand on parle d'énergie éolienne, comment les pales ont été construites, quel CO2 a été dégagé, pour le solaire, la même chose. Mais en vérité, nous devons être dans une dynamique de réduction et non pas dans une dynamique d'élimination. Okay. L'élimination n'est pas pour demain, mais la réduction, oui. Et donc, c'est le travail qui est fait aujourd'hui par beaucoup de chercheurs dans le domaine. Un autre point dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'optimisation des consommations, de la consommation d'énergie. Okay. Parce que là aussi, il y a un travail important qui est fait pour réduire la consommation d'énergie en faisant appel à de nouvelles technologies et aussi en faisant appel à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est importante dans la réduction de la consommation d'énergie. Donc je donne à Ibn Brahim si vous voulez continuer à parler de ce sujet. Merci beaucoup Ismaël pour ce complément.
Ah, je pense qu'il y a une touche en bas. Si vous me plaît. C'est bon, avec Shahid. Bon, en ce qui concerne l'aéronautique, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'hydrogène, il est au cœur de la révolution aéronautique. Ce qu'on appelle l'avion zéro émission, c'est l'avion qui utilisera l'hydrogène comme source de propulsion. Évidemment, ça passe par la transformation des réacteurs. C'est loin d'être joué. L'objectif 2035, mais déjà on dit en 2035, on risque de ne pas y être tout à fait. Et puis, ça ne sera pas possible pour des avions au-delà de 150, 180 places. Mais ce qui est important, bon, et en attendant, avant d'en arriver là, il y aura des sources, il y aura des moteurs, réduction de la consommation des moteurs, utilisation de biocarburants. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une autoroute. Il y a une autoroute de progrès, une autoroute vertueuse pour le développement non seulement de l'aéronautique, mais pour insérer notre pays dans des industries et dans des technologies et des carburants de demain. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, j'ai reçu le vice-président d'une grosse boîte allemande, en dépit des problèmes politiques qu'il y a avec l'Allemagne. Il a visité le pôle aéronautique et il a visité l'université Mohamed VI Polytechnique pour la partie hydrogène. Ce que je veux dire, c'est que, au-delà des problématiques de compétitivité, de taxation et autres, nous sommes aujourd'hui dans des problématiques industrielles, technologiques, recherche, qui doivent nous permettre, et aux Marocains et aux jeunes, d'avoir d'extraordinaires opportunités de s'engager dans des filières d'avenir. Okay. Et nous avons les talents pour ça. Et nous avons les hommes pour cela. Et il faut les engager là-dedans. Dans ce monde en révolution foudroyante, bien là, nous avons des opportunités. Quand tout à l'heure, le ministre parlait de relocalisation en Europe d'activités qui sont faites aujourd'hui en Chine, toute relocalisation, dans quelque domaine que ce soit, passe par un sas de recherche technologique. Tout ce qui est transfert passe par. Et là, nous avons la possibilité au Maroc de développer des bases importantes dans tout ce qui est recherche technologique. Surtout que nous avons en face de nous une Europe où il y a de plus en plus un manque au niveau des ingénieurs, au niveau de l'intelligence. Et donc, il faut aller au-delà. Le proverbe chinois, lorsque le doigt désigne la lune, l'homme intelligent regarde la lune et non pas le doigt. Pour nous, cette problématique de transition écologique devrait être un moyen pour regarder la lune, et la lune, c'est le monde de demain. Merci. Merci beaucoup, Sim Brahim. C'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous suivre dans cette réflexion à la fois humaniste, écologiste et aussi centrée sur la performance. Alors, si Saïd, il voulait avoir un complément, peut-être je lui donnerai. Oui. Surtout sur ce volet, je crois, je réitère le fait qu'on parle de nouvelles innovations, on parle de nouvelles filières. L'hydrogène, non seulement c'est l'avenir pour la prochaine génération, mais dès maintenant, alors il y a un cluster hydrogène qui a été créé avec tous les acteurs, publics, privés. Et pour vous dire que non seulement c'est pris au sérieux, mais en parlant d'hydrogène, les premiers projets, parce qu'on parlait il a parlé de l'hydrogène qui peut venir de l'électrolyse de l'eau de mer. Oui, il y a un travail sur les cathodes aujourd'hui pour avoir cet hydrogène directement pour éviter la problématique de l'eau, parce que c'est l'électrolyse de l'eau. Et la problématique de l'eau, on la connaît dans notre pays. Donc, si on peut le faire à partir directement de l'eau de mer, on va gagner. Il y a le groupe OCP qui importe de l'ammoniac aujourd'hui, de l'ammoniac gris.
et pour qu'il passe à l'ammoniac vert pour son bilan carbone, non seulement il pourra être produit, il sera vert, mais en plus il pourra être produit localement. C'est presque 600 millions de dollars d'importation chaque année. Donc vous voyez l'impact de tout cela. Et vous voyez comment notre pays peut profiter de sa filière renouvelable. D'abord d'une politique globale, de la stratégie nationale de développement durable portée au niveau de l'État. Deuxièmement, l'expérience renouvelable. Troisièmement, les filières d'avenir sur l'hydrogène, par exemple, qui va servir non seulement pour l'industrie, pour la décarboner, mais aussi pour le transport. Transport des trains, et des trains à hydrogène aujourd'hui, et des transports d'avions demain. Donc, vous voyez que ces filières, et pour revenir à cette note d'optimisme qu'a annoncé M. le ministre tout à l'heure, oui, non seulement pour ce qu'il y a à faire tout de suite pour la décarbonation, avec la réduction sur notre impact de facture énergétique, avec la réduction sur tout ce qui a été dit pour chacun pour baisser sa facture énergétique. En plus, la visibilité pour après-demain sur l'hydrogène, avec tout le travail qui est fait avec Iresen aussi et le cluster solaire et le parc, le Green Energy Park à Ben Guerir. Aujourd'hui, nous voyons que non seulement notre pays a des atouts, en plus des terres rares annoncées, et on en a parlé tout à l'heure, nous avons énormément d'atouts dans notre pays, et je réitère ce qu'a dit ici Andalousie, le plus important, les ressources humaines, hommes et femmes qu'il faut former, qu'il faut accompagner dans ce domaine. Et c'est là la clé. Si on veut réussir tout ça, ça va être le modèle de formation. Et je crois que le modèle de l'aéronautique a montré l'exemple, comment il peut être généralisé à d'autres secteurs et comment, et je crois que M. le ministre, juste hier, il y a eu des signatures avec différents acteurs de différents secteurs pour que la formation soit faite dans un esprit de partenariat public-privé aussi, pour qu'elle soit en adéquation avec les besoins. Voilà. Monsieur le cas, merci beaucoup. Absolument. Oui, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une formation faite par les pairs pour assurer non seulement une formation, mais aussi une transformation à la fois du mindset, des process et des procédés. Alors, on a appris dans le secteur de l'industrie qu'il faut toujours être agile et qu'il ne faut pas baisser les bras. Et donc, l'équipe de la régie m'a suggéré de refaire une deuxième tentative. Et donc, je pensais qu'on pourra refaire une deuxième tentative. Si ça marche, vous applaudissez la régie. Si ça ne marche pas, vous applaudissez la régie quand même. Oui. Il y a un succès technologique. Oui, là, on t'entend et on te voit. Alors, je me vois dans l'écran, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Mais attends, il va falloir qu'on applaudisse la régie pour leur agilité. Voilà, à toi la parole, Tariq. Un peu dépendant des aléas technologiques. On t'entend très bien. C'est bon. Vous arrivez à m'entendre? Oui. Merci beaucoup, c'est Karim. Donc, merci à tous. D'abord, bonjour à tous, les présidents directeurs généraux, chers amis et collègues de l'industrie en général et du secteur de l'énergie renouvelable et de la décarbonation en particulier. Désolé encore une fois pour ces contraintes technologiques. Donc, les aléas un petit peu aujourd'hui auxquels on fait face donc avec le distanciel. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous, même virtuellement, participer à cet événement important qui est axé autour donc, de la décarbonation de notre économie et son importance aujourd'hui compte tenu des évolutions qui ont été enregistrées ces dernières années, en particulier suite à la situation pandémique internationale et aussi aux opportunités qu'elle offre, notamment en la matière. Donc, je vais essayer d'être bref, et de ne pas se répéter, puisque beaucoup de choses ont été dites de la part donc, des différents intervenants, monsieur le ministre, les différents intervenants ont déjà présenté l'essentiel. Je vais essayer d'être bref et de se focaliser sur les points
Donc, comme vous le savez, donc, depuis l'avènement des villes, comme avait fait le roi Ramsès II, le Maroc a connu une croissance économique et sociale importante, grâce notamment aux différents grands chantiers menés, les chantiers d'infrastructure, qui ont fait par son AVC, et les différentes initiatives d'amélioration des conditions de vie des citoyens, à la fois sociales et économiques. Tous ces éléments, tous ces développements économiques, s'est accompagné par une croissance de la demande de la consommation électrique. Croissance qui était relativement importante, puisque à partir de 2017, nous avons même connu des années où il y avait une croissance à deux chiffres. Et pour répondre donc, à cette croissance, il fallait mettre en place un ensemble donc, de moyens de production électrique. Initialement, c'était essentiellement donc, le charbon, le fioul, qui constituait la base de notre production électrique. Alors, devant aussi donc l'évolution et la flambée des matières premières énergétiques, surtout dans la période 2006-2010, où, souvenez-vous, donc le pétrole a frôlé les $150 baril, le charbon plus de $220 la tonne. L'importance de cette importation, puisque 95% de notre consommation énergétique est importée, a fait que le Maroc a mis en place une stratégie énergétique qui consacre aux énergies renouvelables une place prédominante au niveau du mix électrique. Donc avec des objectifs clairs et chiffrés, 42% à l'horizon 2020, et ce chiffre a été porté à 52% en termes de mix électrique, de capacité électrique à l'horizon 2030. À aujourd'hui, donc à fin 2020, ce sont plus de 4000 mégawatts de projets éoliens, solaires, hydrauliques qui sont mis en service, répartis pour l'ensemble du territoire national, qui font aujourd'hui du Maroc une référence, à la fois continentale et internationale en la matière. Ici, grâce notamment au potentiel renouvelable, en particulier éolien et solaire, important dans le dispositif. Ceci étant dit, aujourd'hui, il faut savoir que, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Si on comptabilise uniquement les projets qui sont engagés, qui représentent à peu près 4000 mégawatts, la même chose qui est déjà mis en service, qui devrait être mis en service d'ici 2025, on devrait atteindre notre objectif de 52% bien avant 2030, normalement à partir de 2028. Donc ceci a été notamment drivé par la Monsieur le ministre, la baisse des coûts des énergies renouvelables, de la production d'électricité renouvelable, et aussi donc le développement de différentes technologies, notamment de stockage, qui permettent de produire une électricité renouvelable à des prix compétitifs, même comparés à des prix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'électricité, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation énergétique, ne représente qu'environ 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette quête de décarbonation de l'économie, il faut adresser les autres secteurs autres que l'électricité, et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui qui est pas terminé. Après avoir fait des réalisations importantes au niveau électrique, il faut aujourd'hui les élargir pour justement aller au-delà et couvrir des secteurs tels que l'industrie, le transport, qui eux aussi sont extrêmement énergivores, produisent du CO2, et il est important de les faire. Alors il y a deux moyens. Il y a l'électrification, donc notamment pour le transport avec l'introduction de la voiture électrique ou le transport en commun électrique, mais également l'utilisation d'autres moyens pour compenser les énergies fossiles par des carburants qui sont produits à base des énergies renouvelables. D'où justement l'importance de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on en parle comme étant une solution de substitution viable à moyen et long terme. Aujourd'hui, le Maroc, grâce à un potentiel renouvelable important, solaire et éolien, et aussi à sa répartition géographique et sa proximité à des marchés importants tels que l'Europe, grâce aussi aux infrastructures dont on dispose en termes notamment de transport, de ports, de connexions
à la fois électrique et aussi gazière avec l'Europe, on est identifié comme un des acteurs pouvant jouer un rôle majeur au niveau donc, de cet avènement de l'hydrogène vert. Merci beaucoup. Et, le marché de l'hydrogène vert est relativement limité aujourd'hui, mais son développement s'annonce pour les années à venir, et on prévoit que, logiquement, le Maroc devrait adresser plus de 4% de la consommation mondiale à partir de l'hydrogène vert grâce à ses ressources renouvelables. Dans ce domaine, Tarek, peut-être en une minute, si tu peux conclure. Justement, dans ce domaine de l'hydrogène vert, Mazen et le Maroc ont lancé plusieurs projets, notamment le projet Mazen de projet de référence industrielle, de taille industrielle pour la production d'hydrogène vert, d'hydrogène à base donc d'éolien et de solaire, pour adresser à la fois une partie du marché local, mais aussi international. Nous sommes aussi en train de travailler avec différents partenaires européens pour la production de l'hydrogène vert au Maroc, la transformation en produits dérivés, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert n'est pas facilement transportable. Donc on prévoit de le transformer en produits dérivés, qui peut être l'ammoniac, qui peut être un biocarburant, pour adresser certains besoins industriels. Nous allons parler tout à l'heure des fertilisants, mais aussi de l'acier, du ciment, qui sont des clients potentiels pour l'hydrogène vert, mais également le transport à travers la production de stérosène issus de l'hydrogène vert. Donc tout cela, en fait, aujourd'hui, c'est des opportunités importantes que nous devons de saisir pour se placer au niveau donc, de ce segment. En tout cas, merci beaucoup, Tarek, pour ton éclairage et pour ta générosité, parce que je sais que, comme tous les panélistes, chacun a envie de partager le maximum d'informations sur la diversité des sujets sur lesquels il travaille, sur les projets. Et je pense qu'il y a tout à l'heure une séquence de réseautage et de networking, que ce soit en présentiel ou en distanciel. En tous les cas, au travers de cette première matinée, on a surfé sur les propos ô combien pertinents de M. le ministre sur un Maroc compétitif, un Maroc engagé, des partenaires aussi engagés. L'exigence de faire ça tout de suite, c'est-à-dire une décarbonation qui n'est pas, comme le disait et le rappelait brillamment Saïd Mouline, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire uniquement pour les entreprises exportatrices, mais aussi pour celles qui sont dans le marché local. Donc, il y a un spectre assez large. On a surfé sur pratiquement l'exigence de la temporalité immédiate, aussi investir dans le futur. La recherche et développement, c'est un must parce que sans ça, on ne pourra pas innover. Et donc, si on n'innove pas, on sera peut-être loin des marchés internationaux. La centralité également de nouvelles filières et l'exigence d'avoir des profils pointus marocains pour accompagner tout cet élan. En tous les cas, au travers de ce premier panel, on a surfé à la fois brillamment sur des propos techniques et technologiques, tout en s'accordant quelque part l'agilité de faire un test technologique où vous avez été patient, brillant et vous avez soutenu l'équipe de la régie pour pouvoir dépasser cette séquence. Et je pense que nous aurons tous besoin de cette patience et de cette passion pour pouvoir nous dépasser et aller de l'avant. Je pense que nous avons été bons puisque le premier panel doit se terminer à midi. Et je pense que vous pouvez regarder vos montres, nous sommes bons. Vous pouvez applaudir ça. On est midi pile, plus ou moins, etc. Et donc, je voudrais qu'on remercie vivement et chaleureusement Si Hamid Ben Brahim Al-Andalousi. Je pense qu'il a dû s'éclipser, il doit avoir des choses à faire. Également, c'est Ismaël Akhraï qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Tariq Hamel en direct, c'est Rachid Idrissi Khitouni également, aux Marocains pour accompagner tout cet élan. En tous les cas, au travers de ce premier panel, on a surfé à la fois brillamment sur des propos techniques et technologiques, tout en s'accordant quelque part l'agilité de faire un test technologique où vous avez été patient, brillant et vous avez soutenu l'équipe de la régie pour pouvoir dépasser cette séquence. Et je pense que nous aurons tous besoin de cette patience et de cette passion pour pouvoir nous dépasser et aller de l'avant. Je pense que nous avons été bons puisque le premier panel doit se terminer à midi.
et il est, je pense que vous pouvez regarder vos montres, nous sommes bons. Vous pouvez applaudir ça. On est midi pile, plus ou moins, etc. Et donc, je voudrais qu'on remercie vivement et chaleureusement Si Hamid Ben Brahim Al-Andalousi. Je pense qu'il a dû s'éclipser, il doit avoir des choses à faire. Également, Si Ismail Akhraï qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Tariq Hamel en direct. C'est Rachid Idrissi Khitouni également. Si Mohamed Benanno, bien sûr, notre ami, et notre ami Si Saïd Mouline. Je vais vous demander de... On va faire une photo qui est adaptée à la Covid. Je sais pas. Ah oui, ça fonctionne. En fait, c'est un partage et une invitation en même temps. Je voudrais simplement... Non. On est dans le cadre professionnel, on reste sur le cadre professionnel. En fait, juste pour dire que l'ANRE, en fait, depuis sa création, il a été officialisé. En fait, les textes sont entrés en vigueur le 22 avril. Donc, depuis le 22 avril, on a commencé à travailler et on a créé des comités. Et en fait, je lance quelque part l'information, mais aussi l'invitation. On a créé des comités, un comité technique, juridique et économique qui va s'attaquer aux grandes problématiques pour lesquelles l'ANRE a été missionnée. Il y aura des groupes de travail dans lesquels en fait, vont siéger les représentants des industriels et même les industriels, parce qu'on est dans une démarche de concertation. Donc je voulais juste partager avec vous cette information et aussi vous dire que très prochainement, on va revenir vers vous pour constituer ces groupes de travail et pour vous appeler et vous écouter, parce qu'on est là pour ça, on est là pour faire la jointure entre les gestionnaires de réseau, entre l'État et les pouvoirs publics et le secteur privé. Voilà. Donc, en fait, merci beaucoup pour l'invitation. Merci.